Près de 10 000 décès par an sont occasionnés par le cancer de la prostate un peu partout dans le monde. Il représente la troisième cause de mortalité par cancer chez l'homme après le cancer de poumon et celui du colorectal. Les premiers signes probants de ce cancer surviennent très souvent à un stade d'évolution plus avancé. Le cancer de prostate est le centre d'intérêt de ce numéro de votre émission Bien-être et Santé. Et pour en parler, nous recevons à nouveau Dr Magloire Yévi, urologue andrologue dans un hôpital de la Place. Vous aurez également droit à la rubrique Virgule Tradi. Et pour finir, nous allons retrouver Chris Nasserou pour la rubrique Astuces fruits. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité. Rapproché d'un tradithérapeute, il nous a confié que le cancer de la prostate peut être guéri de façon traditionnelle. Alors, suivons-le. C'est le problème de tous les hommes ont la prostate, bien sûr. C'est l'inflammation de la prostate ou l'hypertrophie de l'adénome de la prostate qui fait que nous disons aujourd'hui qu'on a la prostate. Jusqu'au nodule qui commence par nous dire qu'on a le cancer de la prostate. Et il semble que nous n'avons pas la solution de ça, de tous ces mots au niveau de la médecine conventionnelle. Mais je suis en train de voir un miracle à la faculté de la pharmacie, dans leur petit jardin de l'école de la pharmacie, 3 plantes qui sont alignées, commençant par Adipidor. Adipidor, tout le monde sait que Adipidor, même les gens ont Adipidor dans leur bouteille et mettent de soravie dessus pour dire ah, ça prévient la prostate, ça soigne de la prostate. Ils n'ont pas menti. Beaucoup de recherches sont faites sur cette plante et beaucoup savent que cette plante soigne de la prostate. Mais nous, on utilise seulement les racines. Or, Adipidor n'a pas la chance d'avoir beaucoup de racines. Il suffit qu'on coupe les racines, elles tombent. C'est une racine pivotante. Pendant ce que ici, s'il faut la racine, les racines, c'est qu'on va détruire toute la plante. Or, les recherches récentes ont démontré que dans les tiges même, ce qu'on peut avoir pour soigner la prostate se trouve là. Ça veut dire que nous n'avons pas besoin de détruire toute la plante avant de trouver ce qu'il faut pour soigner la prostate. Les feuilles soignent la prostate et ont la possibilité de descendre le PSA. Ça veut dire que ceux qui ont commencé par sentir le cancer de prostate peuvent utiliser même les feuilles pour ça. Et les graines sont utilisées en société au café. On peut les griller, les utiliser comme café pour prévenir d'abord de la prostate et soigner de la prostate. Ouais. Et si nous quittons là, la plante qui là, cette plante c'est une antibiotique qu'on appelle souvent. Et que c'est bizarre. Les propriétés, elle a d'autres propriétés aussi qui sont très bien utilisées pour la prostate. Tel que c'est comme si quelqu'un connaît les a plantées pour orner la fabrique de la pharmacie. Or, ces deux plantes associées pour celui qui a la prostate qui se soigne facilement sans protocole. Et ça encore, c'est une différence. Pour la prostatite, c'est les infections de la prostate, c'est une antibiotique qui le dit facilement. Beaucoup d'antibiotiques sont aujourd'hui, nos organismes sont résistants à ces antibiotiques. Or, bizarrement, nous avons ça. Qui est super bon? La preuve est que si quelqu'un a une plaie, il n'a qu'à venir seulement. On coupe la feuille, vous voyez le liquide qui sort, vous mettez comme ça dans la plaie. La sève là, comme ça dans la plaie. Si quelqu'un est blessé, il n'a qu'à venir faire les sèves. Si tu as une toux bizarre qui ne finit pas, ce qu'on a de faire, essayer de recueillir au moins une cuillère de la fève de sang et vous pouvez mettre un peu de miel dessus, vous consommez la toux cesse immédiatement. Et il y a des gens qui rapidement recueillent ça sur leur langue et avalent. La toux cesse. Nous l'utilisons aussi pour le traitement de la tuberculose. C'est parmi de fluoride que vous voyez. Dans les États-Unis, il y a beaucoup de médicaments qui sont faits. À part de ça. Floride, c'est un état des États-Unis. C'est parce que c'est là-bas ces plantes sont poussées que c'est parmi de fluoride. Mais les grains de palmier de fluoride, les fruits là qui tombent comme noix de qui tombent là, les noix là simplement suffisent.
ça la seule, sans oublier de demander à ça, corrige la prostate, soigne la prostate. Mais nous avons ça comme fleurs, les gens dans leur maison croyaient que c'est des fleurs. Et laissent, non, c'est zéro. Moi j'ai au moins 2 hectares de ça que j'ai cultivé. Parce que je suis en train de l'élaborer pour ça. Pour le cancer de la prostate, les racines de ça sont super pour ça. Pour ce bien à sperme, les racines de ça sont super bonnes. Et que les feuilles, comme ça, les feuilles, les branches de palmier de forêt sont encore des antibiotiques. Le cancer de la prostate, qu'est-ce que c'est selon les citoyens? Nous avons promené notre caméra et micro dans la ville pour en savoir davantage. Je vous propose de suivre, c'est à travers la rubrique « Qu'en savez-vous » ? Bon, la prostate, je n'ai pas une grande idée, mais ce que je sais de la prostate, c'est qu'on dit, c'est quand on fait un jet mal sa vie, qu'on a souvent la maladie de la prostate. C'est une maladie qui ronge un peu les cellules au niveau des reins. Et souvent, c'est à partir de 40 ans, c'est après 40 ans et plus que les gens ont cette maladie. Et vous savez, comme nous, chez nous, on n'a pas de grands moyens, il n'y a pas souvent ça chez les plus pauvres. C'est une maladie, quand tu fais trop la vie, quand tu dépenses mal ta vie, tu aimes trop gaspiller ton énergie, qu'on a souvent cette maladie. Cancer de prostate, à zone de bonne, mais sous les sciences, bon, minodie. Beaucoup de zone, yali, bolenya ou sida. Bon, nous, à zone, quand on nous remet sous nous, en tout le problème d'arrosé et midou. Nous, à zone, nous, quand on voit, et nous, fatigue, nous, mais sous les. Bon, oui, bon, non, mais plutôt assis pour côté néo problème non les djidjo fini en town. Et la prostate, c'est que si tu veux uriner, ça va en bas. Parce que c'est le canal qui passe dans le pénis. C'est qu'il a un canal et la prostate divise. Il est là et il joue le rôle de spermatozoïde et l'urine. Si tu veux, si ton pénis est en érection, ça bouche, soit il bouche la voie à l'uriner. Mais si ton pénis n'est pas en érection, ça bouche la voie de spermatozoïde là, tu peux uriner. Si tu ne peux pas, ça grossit, si tu ne peux pas uriner, c'est là qu'on dit qu'on souffre de la prostate. Nous avons abandonné la médecine traditionnelle et on a fait face à la médecine moderne. La médecine moderne, c'est ça qui nous tue. Et aussi ce que nous consommons, nous consommons trop de produits étrangers. Ça amène toutes ces maladies. Quand on parle de la prostate, ça dit normalement s'il y a des feuilles très simples ici au Bénin, si on prend ça, on ne peut jamais souffrir de la prostate. Parce qu'il y a des feuilles très simples, hein, même on dit Adjikuno. Oui, je connais. Adjikuno simple avec le surabi, tu ne peux jamais souffrir de la prostate dans ta vie. Le cancer de la prostate est le type de cancer le plus fréquent chez les hommes et la gravité de ce cancer dépend de l'étendue de la tumeur et du type de cellules cancéreuses. Je suis sûre que vous êtes impatient d'en savoir plus sur ce mal. On installe notre invité. Docteur Bagloyevi, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue chez nous. Merci. Alors, d'entrée de jeu, c'est quoi la prostate? La prostate, contrairement à ce que les gens pensent, n'est pas une maladie. La prostate est un organe, comme nous avons des yeux, nous avons un cœur, nous avons des reins. La prostate est un organe et une glande qui se situe sous la vessie. C'est une glande qui joue un rôle important dans la participation de l'homme à la reproduction humaine. Comment? La prostate reçoit les déférents qui vont quitter les testicules. Les testicules chez l'homme sont, si vous voulez, l'usine qui produit les spermatozoïdes. Les spermatozoïdes qui sont les cellules par lesquelles l'homme participe à la fécondité humaine.
Alors, ces cellules vont transporter des testicules vers la prostate par 2 tuyaux qu'on appelle des canaux déférents. Et ces canaux déférents vont donc s'aboucher dans l'urètre en traversant la prostate. Les canaux déférents vont entrer dans la prostate par derrière et ces spermatozoïdes arrivés dans la prostate vont recevoir la sécrétion de la prostate pour constituer finalement ce que nous appelons le sperme. Voilà. Donc la prostate contribue à 80% de la constitution du sperme. Donc c'est un organe très important, d'où le sperme va partir pour être déposé sur le col de la femme. Et si en ce moment les conditions sont bonnes, il continuera son chemin pour rencontrer l'ovule et faire des enfants. Donc c'est un organe important en ce sens que la force de projection du sperme est liée à cette prostate-là qui se contracte pour chasser vers dehors le sperme. Donc c'est un organe qui est très important, mais qui est sous l'appareil urinaire, sous la vessie pour être plus précis, parce que nous avons 2 reins. Les 2 reins sont les filtres de notre organisme qui vont filtrer le sang, mettre les déchets dehors sous la forme d'urine. Ces urines vont être drainées des 2 reins vers le réservoir des urines qu'on appelle la vessie via 2 tuyaux qu'on appelle les urétères. Et une fois que le réservoir est plein, les urines vont devoir être évacuées par un autre canal qui doit traverser la prostate. Et c'est là que la prostate, lorsqu'elle tombe malade, va déterminer des signes urinaires. Donc les urines qui quittent la vessie, qui se terminent comme par un entonnoir, dont la queue traverse la prostate pour se connecter avec l'urètre, qui est le canal qui s'abouche au bout du pénis chez l'homme. Parce qu'on parle bien de la prostate. Il faut dire que la prostate est un organe strictement masculin. Les femmes n'ont pas de prostate. C'est comme les femmes n'ont pas de prostate. C'est comme les femmes ont l'utérus. Les hommes n'ont pas d'utérus. C'est exactement comme ça. Donc la prostate est un organe très très important dont nous avons besoin. Nous naissons avec, nous grandissons avec, nous vieillissons avec. Seulement, on a constaté que cette prostate, à partir de 45 ans, peut être le siège du développement de 2 types de tumeurs. À savoir la tumeur bénigne et la tumeur maligne. Je reviens sur la question. C'est quoi la tumeur bénigne? Une tumeur. En général, on parle de tumeur lorsque les cellules d'un organe se multiplient, lorsqu'il y a une prolifération cellulaire aux dépens d'un organe, entraînant l'augmentation du volume de cet organe. C'est-à-dire, j'ai une tumeur du doigt, mon doigt va devenir plus gros. Oui. J'ai une tumeur du nez, mon nez va devenir plus gros. Donc, de cette même façon, on peut avoir une prolifération cellulaire aux dépens de la prostate, entraînant une augmentation du volume de cet organe qui est très, très important. Alors, qu'est-ce qui va se passer? On a 2 types de tumeurs. Les tumeurs bénignes, dans lesquelles la multiplication cellulaire va se faire strictement à l'intérieur de l'organe. On parle de tumeurs bénignes. Mais dans l'autre cas, la multiplication cellulaire ne se limitera pas à l'organe, mais va s'exporter. On parle d'extension vers d'autres organes, par la voie veineuse, la voie lymphatique ou par contiguïté. Donc, on peut avoir des cellules prostatiques dans ces conditions cancéreuses qui vont se développer dans les os, dans le foie, dans les poumons ou dans le cerveau. Donc, c'est cette capacité de s'exporter caractérise cette tumeur qui fait qu'on l'appelle tumeur maligne. C'est ça qu'on appelle les cancers. Donc, quand on parle de tumeurs, il y a les tumeurs bénignes, il y a les tumeurs malignes. Les tumeurs malignes, ce sont les cancers. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que qu'il s'agisse d'une tumeur bénigne ou d'une tumeur maligne, on ne peut le savoir tout de suite. De toute façon, la prostate va augmenter de volume et comme elle est traversée par un canal devant drainer un liquide, comme ceci, regardez-moi, la prostate va donc comprimer l'urètre et générer des difficultés urinaires. La vessie va se remplir, mais elle ne pourra plus se vider normalement. Elle va se contracter parce qu'elle est musculaire. Le muscle qui compose la vessie s'appelle le détrusor. Donc, en se contractant, ce muscle va s'épaissir. Et à la longue, la vessie va se fatiguer et ne plus être capable de chasser les urines vers le bas. Tout ça seulement parce qu'il y a une tumeur prostatique. Le patient va se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 10 fois, etc. Le patient va pousser avant d'uriner. On parle de dysurie. Il va faire des efforts avant que les urines ne sortent. Il va avoir des mictions entrecoupées, des mictions qui s'entrecoupent.
Alors voilà en quelque sorte comment le cancer de la prostate se manifeste chez l'homme. Les tumeurs de la prostate. Les tumeurs de la prostate, Bien voilà sûr. comment elles se manifestent chez l'homme. Comment ça se manifeste, c'est ça. Voilà. Alors pourquoi ce type de cancer est plus fréquent chez l'homme? Oui. Si nous revenons, si on doit parler de cancer, c'est plus fréquent chez l'homme parce qu'il n'y a que l'homme qui a cet organe. Donc, on ne peut pas l'avoir chez la Vous femme. voulez parler de la prostate? Bien sûr, le cancer de la prostate ne peut survenir que chez l'homme, puisque la femme ne l'a pas. Elle ne l'a pas, elle ne peut pas en souffrir. Deuxièmement, il faut dire que c'est une tumeur liée à la masculinité. C'est une tumeur liée à la masculinité parce que son développement est essentiellement sous le contrôle d'une sécrétion testiculaire appelée testostérone, qui est une hormone mâle. Une hormone mâle qu'on retrouve chez les hommes, sécrétée par les testicules. Alors, cette hormone va encourager le développement normal de la prostate pour qu'elle puisse jouer son rôle. Mais à partir de 45 ans et plus, il va avoir cette déviation dont je vous ai parlé. Et de plus en plus, ce cancer est fréquent parce que nous nous exposons d'une certaine façon à sa gravité dans nos cultures. On a découvert par exemple que l'alimentation peut jouer un rôle aussi. Ceux qui aiment manger beaucoup gras, beaucoup de viande, beaucoup de graisse, oui. Ceux qui aiment beaucoup manger. Docteur, nous allons revenir là tout à l'heure. Mais en attendant, comment peut-on arriver à dépister le cancer de la prostate? Pour dépister le cancer de la prostate, il y a 3 phases. 3 phases. Première phase, vous allez voir un médecin, un urologue, qui va vous examiner. Il va vous écouter, il va vous examiner. Et le temps important de cet examen, ça s'appelle le toucher rectal. Il mettra un doigt par l'anus pour palper la prostate. Vous comprenez? Et lorsque on fait le toucher rectal, ça permet de caractériser votre prostate, de savoir si elle est dure, si elle est pierreuse, ça fait penser à un cancer. Si elle est souple, bien limitée, ça fait penser à une tumeur bénigne. Donc lorsqu'elle est dure, de toute façon, ça ne permet pas de dire directement que le patient a le cancer. Il faut faire ce qu'on appelle le dosage du PSA. Le PSA qui est l'antigène spécifique de la prostate, lui en anglais, Prostate Specific Antigen. Le PSA, en fait, est une substance qui est sécrétée par la prostate, qui est en grande quantité dans le sperme. Donc une infime partie passe dans le sang à une dose de 4 milliardièmes de grammes au maximum. C'est-à-dire, lorsque vous divisez le gramme par 1 milliard, il faut 4 unités de cette substance-là dans le sang pour 4 unités au maximum. Il faut que ce soit inférieur ou égal à 4 nanogrammes par millilitre. Donc, du coup, il faut savoir que lorsque ce PSA est normal, est inférieur à 4, nous pensons bien volontiers à une tumeur bénigne. D'accord? Mais lorsque c'est supérieur à 4, ça fait penser à un cancer. À un cancer, il y a suspicion de cancer. Maintenant, ce n'est pas tout. Lorsque le PSA est élevé, il faut aller plus loin en faisant ce qu'on appelle la biopsie prostatique. Et la biopsie prostatique consiste à introduire un appareil par le canal anal qu'on positionne sur la prostate et en manipulant cet appareil, on prélève de tout petits morceaux de la prostate qu'on envoie vers des laboratoires d'anatomie pathologique où le tissu sera examiné. On appréciera les cellules, l'architecture, les noyaux, le cytoplasme, ces cellules-là pour voir leur degré de maturité et leur gravité à partir d'un critère dit de Gleason. Donc c'est les laboratoires d'anatomie pathologique qui permettent de dire de façon formelle que voilà, le tissu que vous m'avez envoyé, c'est un cancer ou ce n'est pas un cancer. Voilà, le cancer de la prostate est généralement d'évolution lente et parfois asymptomatique. Alors, comment se fait le premier dosage de l'antigène spécifique du PSA, comme vous venez de parler chez l'homme? Le prélèvement, c'est le prélèvement du sang. On prélève juste le sang et on centrifuge pour recueillir le plasma. Et le dosage se fait sur le plasma. Donc, c'est sur le plasma que ça se fera dans n'importe quel laboratoire. Bon, il faut dire qu'il y a aujourd'hui une prolifération des laboratoires, ce qui fait que nous ajoutons parfois à tous les résultats, puisque le PSA est un résultat important
sur lesquels on se base pour décider de la suite de votre prise en charge, on est obligé de faire recours à des laboratoires certifiés, comme le CNHU, comme Toxi Labo, voilà. Donc des laboratoires certifiés qui nous permettent d'être sûrs du résultat. C'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. On prélève votre sang, on centrifuge, on prélève le plasma et on dose le PSA là-dessus. Alors dites-nous, quel est le rôle du dosage du PSA? Le dosage du PSA a pour objectif de vous mettre sur le chemin pour que vous sachiez s'il s'agit d'une tumeur bénigne ou s'il s'agit d'un cancer. Voilà. Alors une fois que la personne sait déjà qu'il souffre du cancer de la prostate, comment il doit vraiment s'y prendre? D'abord, avant de revenir là, dites-nous, quelles sont les causes de cette maladie? Oui, comme je le disais tantôt, les causes de cette maladie sont liées, sont inhérentes à la nature, la masculinité de l'homme. Parce que, comme je le disais, les hormones mâles sécrétées par les testicules sont ce qu'on appelle, c'est des hormones qui encouragent le développement des caractères sexuels secondaires masculins. Et l'un des effecteurs, des éléments sur lesquels cette substance agit, c'est plutôt la prostate. Donc du coup, lorsque vous êtes un homme, vous êtes un candidat à souffrir de cette maladie, d'une tumeur de la prostate, qui pourrait ne pas être un cancer. C'est bien possible. Oui. Bon, maintenant, je disais aussi tout à l'heure que la mauvaise alimentation peut favoriser... Le cancer de la prostate. Pas le cancer, ce sont plutôt l'adénome. Le cancer, oui, aussi, mais surtout l'adénome, la mauvaise alimentation. Mais il n'y a pas une cause spéciale. On a découvert récemment qu'un homme qui n'a pas régulièrement de rapports sexuels, c'est-à-dire qui n'éjacule pas en moyenne 21 fois par mois, est un homme sujet, exposé donc à ce cancer. Pourquoi? Parce que la prostate sécrète une substance qui doit être éliminée au fur et à mesure. Il y en a qui conservent leur sécrétion, la sécrétion reste donc dans la prostate et va induire ce qu'on appelle une métaplasie, une transformation de la prolifération des cellules dans cet organe et induire comme ça indirectement le cancer. Contrairement bien sûr à ce qu'on dit chez nous en Afrique, les gens pensent que c'est parce qu'on a beaucoup de rapports qu'on a le cancer. Ce n'est pas vrai. Une étude récente a démontré que si vous videz régulièrement votre prostate, vous allez éviter le cancer de la prostate. Alors, y a-t-il des symptômes pour pouvoir identifier ce mal chez un homme? Oui, les symptômes, j'avais déjà commencé à en parler. Il y a des signes qui sont liés à la difficulté à émettre les urines. Donc, le patient va pousser avant d'uriner, il va avoir des gouttes retardataires quand il a fini d'uriner, il va avoir des mictions entrecoupées, il va se lever plusieurs fois la nuit pour aller uriner. Tout ça, c'est parce que la prostate empêche les urines de descendre. Il peut y avoir des brûlures missionnelles, vous comprenez? Des brûlures en voulant uriner. Ces signes sont des signes qui vont témoigner d'une maladie tumorale de la prostate et ne sont pas spécifiques du cancer. Sont spécifiques du cancer les signes locaux, à savoir l'hémospermie, la présence du sang dans le sperme. C'est-à-dire vous allez avoir des rapports sexuels et quand vous éjaculez, votre sperme contient du sang. Quand c'est comme ça, ça peut être un cancer. Ce n'est pas systématiquement un cancer, ça peut être un cancer. Ou vous êtes incapable d'éjaculer. On parle d'anéjaculation. Si la tumeur prend les canaux par lesquels le sperme doit être déposé dans l'urètre pour être déposé dehors, ces canaux étant embrigadés, comprimés par la tumeur, vous êtes incapable donc d'éjaculer. C'est autant de signes, mais il faut savoir qu'il y a les signes initiaux et les signes tardifs liés aux complications, aux métastases. Lorsque c'est un cancer de la prostate qui a déjà métastasé vers les os, le patient viendra se plaindre des douleurs osseuses, des douleurs du dos, des douleurs du bassin, il a mal quand il marche. Ou si c'est le foie qui est touché, il va avoir des signes du foie, à savoir l'ictère, l'indigestion et tout ça. Il peut y avoir un foie qui grossit, qui devient très gros, ça peut se voir. Si c'est les poumons, des difficultés respiratoires, il va se mettre à tousser, vous voyez, c'est très facile l'urologie. Ou si c'est le cerveau, il peut faire un cancer, il peut rentrer dans un coma, ou commencer à délirer, ou avoir une paralysie d'un côté de son corps,
Vous voyez, le tout dépend de l'endroit qui a été intéressé par la maladie. Mais aussi les ganglions, par voie lymphatique, peuvent être envahis et comprimer les gros vaisseaux et déterminer des œdèmes. Les jambes qui sont grosses, les pieds qui grossissent, on a les pieds qui sont infiltrés. Du coup, c'est un patient que vous allez voir dans un état bizarre. Voilà entre autres les symptômes de ce mal. Alors avant d'aborder les différents traitements possibles de cette maladie, vos impressions sur les deux éléments que nous venons de suivre, docteur? Oui, la phytothérapie, je n'ai rien contre. Moi, je suis africain, je suis fier de l'être. Je ne suis pas contre la phytothérapie par rapport au cancer de la prostate. Oui, d'accord. Où tu mets de la prostate, c'est encore là, c'est possible. Mais il y a un problème. Un problème en ce sens que les gens attribuent des capacités, des efficacités extraordinaires à des phytothérapies. Ils disent que voilà, ils guérissent du cancer. Ils disent que bon voilà, quand on prend de la phytothérapie, on ne souffre plus jamais de la prostate. Je pense d'une maladie de la prostate. Je pense que bon, chacun parle en fonction des limites de sa connaissance. Voilà. Donc, en tant que spécialiste de la prostate, je puis vous dire que effectivement, on a des plantes qui peuvent avoir des actions sur la prostate, des effets positifs sur la prostate. Mais il n'y a pas encore de plantes qui guérissent de la prostate. Alors qu'on cesse de raconter des choses qui ne sont pas prouvées scientifiquement. Donc, il vaut mieux, si un patient est malade, on ne lui refuse pas de faire de la phytothérapie. Mais les traiteurs traditionnels sont incapables aujourd'hui de poursuivre un dépistage d'un cancer jusqu'à aller au bout. Ils ne peuvent pas faire un toucher rectal, ils ne peuvent pas faire une biopsie et ils ne savent pas l'interpréter. C'est absurde. Donc, à mon humble avis, notre phytothérapie, elle est bonne, mais il faut laisser les patients aller faire les bilans comme cela se doit pour qu'on puisse... Pour savoir réellement ce de quoi il s'agit et comment les orienter. Vous voyez, ça fait un. Oui. Deuxième chose, l'idéal aurait été que l'État prenne au sérieux ce problème de phytothérapie, qu'on crée un centre de validation de ces produits, qu'on les teste cliniquement et qu'on puisse dire que, voilà, effectivement, tel médicament traite bien la prostate, on a tel résultat sur des bases scientifiques. Malheureusement, ça n'existe pas. Bien défini. Voilà, des bases bien définies. Bon, malheureusement, ça n'existe pas, donc j'ai souvent du mal à me prononcer par rapport à cela. Mais ce que je recommande, je ne suis pas contre la phytothérapie. Phytothérapie, d'accord, mais il faut faire recours à un neurologue lorsqu'on ne va pas bien. On a déjà vu des cas. Il y a eu des patients chez qui on a eu un PSA élevé, à qui j'ai proposé de faire le bilan d'extension, à qui j'ai proposé de faire la biopsie, qui m'ont laissé, qui sont partis voir des phytothérapeutes. Et après, ils reviennent quand le cancer est partout, dans le cerveau, dans le foie, dans les os. Et après 2 ans, 3 ans de phytothérapie, ils disent, ben, écoutez, je ne peux plus rien pour vous. Le cancer est avancé. Vous voyez? Donc, phytothérapie, il faut qu'on sache raison garder et qu'on se fasse soigner par des spécialistes. Bon, quant à l'homme de la rue, il pense ce qu'il... Il y a des rumeurs qui ne sont pas vraies. Il y a des rumeurs qui ne sont pas vraies. Je pense que ce qui est important, c'est qu'on arrive à sensibiliser les gens pour qu'ils comprennent qu'on peut soigner aujourd'hui le cancer de la prostate. Lorsqu'il est dépisté tôt, on peut avoir un très bon résultat. Lorsqu'il est dépisté tardivement, c'est là que c'est difficile. Et malheureusement, nos patients ici au Bénin, ils prennent tout le temps, ils donnent tout le temps au cancer de s'installer, de voyager, d'être partout dans leur corps avant de venir. D'être d'abord à la phase terminale. D'être à la phase terminale. Quand le phytothérapeute leur a déjà stocké des centaines de mille, ils sont incapables de faire le petit soin. Et malheureusement, on se retrouve devant le fait accompli et on dira que voilà, que c'est nous qui soignons mal. Docteur Magloire, nous allons très rapidement aborder les conséquences de cette maladie sur l'organisme de l'homme. Les conséquences de cette maladie sur l'organisme de l'homme, on va l'expliquer en 2 parties. Oui. D'abord, les complications. Je vais parler des complications. Les complications, c'est que la prostate peut empêcher les urines de descendre. Oui. Et si les urines ne descendent pas, les urines vont être retournées vers les reins et les étouffer et les empêcher donc de produire les urines. Et on parle dans ce cas d'insuffisance rénale. Et les reins n'arrivant plus à filtrer le sang, les déchets vont rester dans le sang et entraîner des complications.
les complications, à savoir les infections, à savoir les œdèmes, à savoir l'hypertension artérielle, à savoir l'anémie. Oui. Voilà. Malheureusement, c'est dans ces situations-là qu'on les voit. C'est triste. C'est vraiment triste. Ou le cancer peut évoluer, aller partout, comme on l'a dit, dans le cerveau et consort, et déterminer des complications. L'autre chose, c'est que l'homme malade de la prostate est préoccupé de sa capacité à avoir des relations sexuelles. Parce qu'il n'arrive plus à uriner. S'il va à l'hôpital, on lui met une sonde urinaire et il ne peut plus avoir de relations sexuelles. Alors là, cela peut causer de malentendus voilà, bien sûr, dans le foyer. Bien sûr. Lorsque la prostate est malade, ça peut jouer un effet sur le fonctionnement du foyer. La femme peut commencer par être inquiète. Et bon, après, si elle ne sait pas se garder, elle pourrait tenter d'aller voir ailleurs, ce qui n'est pas intéressant. Est-ce à dire que quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate ne peut pas arriver à éjaculer? Oui, pas tous. Il y en a qui n'ont pas cette éjaculation. Tout dépend de l'importance de la maladie. Oui. Mais lorsqu'on en arrive au stade avancé, généralement, il n'arrive plus à éjaculer. Le cancer de la prostate peut entraîner à la mort? Bien sûr. C'est un cancer. Un cancer tue. Un cancer tue. Et lorsqu'on ne soigne pas le cancer à temps, le cancer peut vous conduire vers la mort. Pas peu, vous conduit vers la mort. Vous en avez eu des cas? Bien sûr, on a régulièrement des cas. Surtout des patients qui viennent complètement dans une complication terrible, irrécupérable. Oui. Vous faites des soins de dernière heure, vous les récupérez peut-être pour quelques mois ou quelques années et vous les perdez. Voilà, je rappelle que vous êtes urologue, andrologue dans un hôpital de la place Dr Magloayevi. Des conseils à prodiguer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent. Mais avant, quels sont les différents traitements possibles de cette maladie? Voilà, il faut dire qu'aujourd'hui, on a plusieurs types de traitements. Il y a des traitements, si nous voulons être cadrés sur le cancer seul, on a des traitements médicamenteux. Oui. D'accord? Des traitements médicamenteux, lorsque on découvre ça, on découvre tardivement la maladie, on vous met sous des traitements médicamenteux qui est souvent composé d'une injection et des comprimés que vous allez prendre. Et ces produits ont pour objectif de bloquer la sécrétion testiculaire pour bloquer secondairement l'évolution de la maladie. Donc, il y a des médicaments qu'on peut vous prescrire. Lorsque le cancer est avancé aussi, on peut vous faire, et que vous n'avez pas les moyens, puisque c'est des médicaments qui coûtent un peu cher. En moyenne, 550 000 tous les 3 mois. Donc, lorsque vous n'êtes pas capable d'acheter ces médicaments, nous préférons vous opérer. On fait une chirurgie des testicules qu'on appelle la pulpectomie testiculaire bilatérale. On débarrasse les testicules de leur tissu sécrétant la testostérone et ça nous permet donc de juguler la maladie. Et en complément, on peut apporter des traitements médicamenteux. Mais il faut savoir que lorsque vous faites votre dépistage précocement et qu'on fait le diagnostic précocement de la prostate et que le cancer est encore limité à la prostate, on est capable d'aller enlever la prostate en bloc. On l'enlève en bloc avec la maladie dedans. Dans l'organisme? Bien sûr, on va enlever la prostate en bloc. On parle de prostatectomie radicale. Ça peut se faire. Ça peut se faire. On va enlever la prostate en bloc avec le cancer dedans. Et on raccorde la vessie et l'urètre et vous vivez normalement après. Est-ce qu'une fois qu'on opère quelqu'un qui souffre du cancer de la prostate, je veux dire, et quand vous venez de le dire, quand on enlève totalement la prostate, est-ce que cette personne peut encore arriver à éjaculer, justement, voire à procréer? Non. Quand on vous fait une prostatectomie radicale, généralement, que vous ne pouvez plus procréer, vous ne pouvez plus éjaculer, mais vous pourrez avoir des rapports sexuels. Et jouir de ces rapports sexuels? Bien sûr. Bien sûr. Il y a des traitements que nous mettons en fait, pour aider à avoir des relations sexuelles, à avoir une érection et avoir des relations sexuelles. Mais c'est une chirurgie, effectivement. La prostatectomie radicale est une chirurgie dans laquelle les nerfs de l'érection peuvent être touchés.
peuvent être touchés, mais aujourd'hui, c'est une technique qui s'est beaucoup améliorée. On peut opérer et éviter de toucher ces nerfs-là. Alors, des conseils à donner, docteur? Pour le traitement, je n'ai pas encore fini. Ok, allez. Voilà. En dehors de ces traitements, il y a la possibilité, quand le patient n'est pas capable d'uriner, on peut faire une résection transurétrale de la prostate. Ça consiste à aller, le malade qui n'arrive pas à uriner, on ne peut pas l'opérer, il faut aller avec un matériel endoscopique, un appareil muni d'une caméra. On entre dans le méa urétral, on va à l'intérieur de la vessie, on revient de la prostate et on coupe des petits morceaux de la prostate pour permettre à ce patient d'uriner. C'est des traitements palliatifs pour permettre au patient de bien uriner. Voilà. Voilà qui est bien dit. Alors, docteur Magloire, des conseils à prodiguer à l'endroit de tous ceux qui nous suivent actuellement. Des conseils à donner aux spectateurs, il faut dire que lorsque vous avez 45 ans, à partir de 45 ans jusqu'à plus, chaque année, vous devez faire un tour voir votre urologue. Vous le voyez, il vous fait un toucher rectal, il vous demande un PSA, il peut vous demander une échographie de l'appareil urinaire et de la prostate, vous demandez un bilan rénal et un examen des urines. C'est les bilans qui permettent de savoir tout de suite, faire le diagnostic de votre situation et de décider de vous prendre en charge. Donc si vous le faites chaque année, le jour qu'il aura une anomalie, il va entrer dans la démarche thérapeutique, à savoir s'il faut faire une biopsie ou pas, il le fera. Et s'il le fait, et que c'est positif, c'est un cancer, il fera un bilan d'extension. Le bilan d'extension, c'est tout simple. On fait des scanners, des radios, des échographies pour voir est-ce que la maladie est déjà allée dans d'autres organes. C'est ça ce qu'on appelle le bilan d'extension. Si le bilan d'extension montre que les autres organes ne sont pas encore atteints et que le cancer est toujours limité à la prostate, alors on peut aller enlever la prostate en bloc. Mais lorsque c'est déjà allé dans d'autres organes, ce qui n'arriverait pas si vous êtes régulier chez votre urologue, alors on vous proposera les traitements dont on a parlé. Il y a des médicaments, il y a des injections, il y a les comprimés et il y a une chirurgie qui peut se faire. Ce que j'ai recommandé particulièrement aux Béninois, c'est que la phytothérapie, d'accord, mais allez vous faire suivre par un urologue. La phytothérapie, d'accord, allez vous faire suivre par un urologue pour savoir exactement où est-ce que vous en êtes, parce que cela vaut mieux pour vous. Alors, dites-nous, y a-t-il des fruits qui peuvent participer à la guérison du cancer de la prostate, docteur? Des fruits qui vont participer à la guérison du cancer, guérison, non, peut-être qu'il faut parler des fruits qui peuvent prévenir. Voilà. Je vais parler de prévenir. Alors, de prévenir, déjà pour les cancers, vous savez que notre chap-chap, le fruit chap-chap est très bien pour les cancers en général, la prostate aussi. Il y a aussi l'oignon, notre oignon que nous consommons régulièrement, que nous coupons dans nos repas, mais pas bouilli, cru. Ou après, on coupe et on consomme directement. Ou on coupe en petits morceaux et puis on peut le faire bouillir un peu pour tuer les microbes. Il ne faut pas faire bouillir, l'idéal c'est de pas faire bouillir, c'est très bien. Et voilà, je crois qu'avec ça, on peut... Je ne suis pas spécialiste de la question, donc je pense qu'avec ça, on peut... Merci à vous, docteur Magloire. Nous allons aussi parler d'un fruit qui est important pour l'organisme humain. Quelques secondes et on découvre la rubrique Astuces fruits. Christina, bonjour. Bonjour Tatiana. On parlera de quoi aujourd'hui dans la rubrique Astuces fruits? Aujourd'hui, on parlera des raisins. Découvrons ensemble. Bonjour chers internautes. Le raisin est le fruit de l'énergie par excellence, car il contient de nombreux sucres facilement assimilables, glucose et fructose, des vitamines C et B, des sels minéraux et des oligo-éléments tels le calcium, le potassium, le fer ou encore le magnésium. Le raisin joue un rôle très bénéfique sur le fonctionnement du système nerveux et musculaire. Fruit de tonus, le raisin est indiqué pour tous ceux dont les besoins énergétiques sont importants, comme les enfants en pleine croissance et les sportifs. Très riche en polyphénol, puissant en antioxydants, le raisin possède des vertus protectrices qui agissent à différents niveaux. Il protège le système cardiovasculaire,
en freinant son vieillissement. Il limite la formation du mauvais cholestérol et améliore la résistance des vaisseaux sanguins. Le raisin a 8 vertus essentielles. Bon pour la peau, bénéfique pour la vue, anticancérigène, vertu pour les cheveux, antibactérien, anti-inflammatoire, stimulateur de la circulation sanguine et purificateur du sang. Rempart contre la pollution, antioxydant. Il est conseillé de ne pas prendre les raisins en période de régime. Ça sera tout pour votre rubrique astuces et fûts. Merci à vous, Krishna. Docteur, un mot sur la consommation du raisin? Mais le raisin, je pense que c'est un fruit très agréable et qui a beaucoup de vertus. Je pense qu'on ne saurait dire que c'est un mauvais fruit. C'est un très bon fruit que nous consommons souvent. Je pense que c'est à encourager. Vous en consommez? Bien sûr, de temps en temps. Alors là, vous allez le faire devant nous. Hein? Je vous invite à consommer le raisin tout comme nous. Krishna? Bon, d'accord. Et vous? En tout cas, moi, je veux consommer. Merci à vous, Dr Magloire Yevi, et merci à vous, Krishna, pour cette découverte. Eh bien, mesdames et messieurs, je suis persuadée que désormais, vous savez comment vous y prendre face au cancer de la prostate. Merci de nous avoir suivis et sachez que 2 choses ne s'apprécient bien que quand on ne les a plus. Il s'agit de la santé et de la jeunesse. Sur ce, prenez soin de vous et à la prochaine.